Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour faire le bilan de cette saison 2021 de NASCAR. Avec moi Pierre, présentons d'abord l'équipe. Pierre qui était là pour faire le début de saison. Salut Pierre. Salut à tous. Et puis un invité de prestige, Monsieur Christian Courtel est avec nous. Nous sommes honorés de l'avoir. Bonjour Monsieur Courtel, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous pour faire le bilan de cette saison 2021. Bonsoir à vous tous et puis merci de m'accueillir. On est très heureux de vous avoir. Alors, on en parlait hier soir avec Pierre, mais on vous conseille le livre « Il était une fois à NASCAR » des Good Old Boys aux Golden Boys, qui est d'une nécessité absolue sur un NASCAR, qui est sorti au courant des années 2000, il me semble, Monsieur Courtel, qui est un bouquin assez... 2003 exactement. En 2003, voilà, et qui est un livre assez important, je le disais, sur l'histoire de NASCAR. Alors, on va commencer par faire le bilan de cette saison 2021, et je vais vous laisser la parole, Monsieur Courtel. Qu'avez-vous pensé de cette saison 2021 de NASCAR et de la victoire de Kyle Larson lors du championnat? Je pense surtout que la morale est sauve. Parce que moi, je ne suis pas un grand partisan du chase, en fait, tel qu'il est pratiqué maintenant depuis 2004. Moi, je considérais qu'un championnat, c'était l'intégralité d'une année et non pas sur quelques courses de fin de saison, quoi. Donc après, c'est un concept qui est propre aux États-Unis et puis qui commence à faire tâche un peu partout maintenant. On l'a vu même en F1, maintenant ça se fait pratiquement dans le dernier tour. Donc franchement, on prend pas forcément des bons prix, mais enfin bon, c'est sûr que c'est un peu de manière artificielle que l'on refait un peu les courses. Donc pour moi, il aurait été dommage que Larson passe à côté parce qu'il a fait une saison exceptionnelle compte tenu d'un tas de circonstances. Donc il était presque logique qu'il triomphe cette année, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Et donc pour moi ça aurait été un scandale qu'il ne le fasse pas, qu'il ne le soit pas, comme l'a été d'ailleurs Kevin Harvick l'année dernière, qui avait gagné 7 ou 8 courses et qui n'a pas été champion. Voilà. Oui, là cette année, donc, effectivement, on en reparlera. Ouais. C'est un peu le bilan brut que je peux faire de cette année, qui a été quand même riche, parce qu'il y a eu un nombre assez important de vainqueurs. Il y en a eu 16, je crois, au total. Donc pas mal de pilotes dont ça a été leur premier succès, comme Mike Dowell, comme Bubba Wallace, Christopher Bell, que sais-je encore, William Byron, voilà, je cherchais son nom, entre autres. Donc c'était quand même une saison riche à tous les niveaux de ce point de vue-là. C'est vrai que pour Kyle Larson, on se souvient de ce mois de mai et ce mois de juin où il enchaîne 3 deuxièmes places puis 3 victoires de suite et où là vraiment on commençait à avoir un discours où on se disait que c'était pas possible que Kyle Larson ne puisse pas aller au bout et on le sait, on en reparlera tout à l'heure de ce chase, mais effectivement on avait un peu d'appréhension pour lui puisque sur la saison régulière il méritait tellement de remporter ce titre que ça aurait été dommage. Pierre, ton sentiment brut, ton premier sentiment sur la saison? Écoute, je pense que la synthèse a été correctement faite. Moi, je me réjouis d'autant plus de ce calendrier un petit peu étoffé de la NASCAR, c'est-à-dire une place de plus en plus importante faite au circuit routier, ce qui permet de nouveaux défis pour les machines, pour les pilotes et entre autres, de pouvoir exprimer leur art, parce que là, on parle quand même de quelque chose de très fort, du pilotage. Il suffit pas juste d'appuyer à fond sur la pédale de droite et ça va retourner soit à droite, soit à gauche. Non, on est vraiment sur un exercice très particulier, notamment quand on connaît la diversité des ovales, plus les spécificités de chaque circuit routier. Donc ça, là-dessus, je pense que la NASCAR a pris de très bonnes décisions. Ça faisait du bien d'avoir de nouveaux circuits et c'était déjà en discussion depuis de longues années. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et puis ma conclusion, Larson, vainqueur et champion logique. Avec la Chevrolet, ils ont vraiment été au-dessus du lot et tu soulignais entre autres le triplé, notamment pendant fin mai et une bonne partie du mois de juin.
Alors justement, ce calendrier 2021 nous a montré beaucoup d'innovations. Je vais revenir vers vous, Monsieur Courtel, avec des courses sur dirt. Je ne sais pas comment le traduire autrement que par ce mot. Un nombre important d'eurovals, des innovations assez importantes au niveau du calendrier. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette envie de la NASCAR de changer un petit peu du calendrier traditionnel avec 2 routiers et le reste de la saison sur des ovales simples? Que du bien, de toute façon, parce que c'était nécessaire d'en arriver là quand même. Donc faire un peu de diversité et puis sortir un peu des sentiers battus, quoi. Mais bon, il faut pas être non plus réducteur en parlant de comment dirais-je des spécificités des pilotes qui sont tout juste bons appuyés sur la pédale de droite quand ils sont sur l'ovale, parce qu'en fait il est quand même le pilote NASCAR par essence, il est ce qu'on peut qualifier, le pilote a un cul sensible, c'est-à-dire qu'ils savent très bien doser un effort et contrairement à ce qu'on pourrait croire, et je sais qu'il y a eu de nombreux cas où ils ont fait quand même une sensation et ils ont surpris pas mal de monde. J'en veux pour preuve pour l'avoir vécu en direct il y a quelques années, c'était aux Canaries pendant la course des champions, où il y avait quand même Jeff Gordon et Jimmy Johnson qui étaient là, et tout le monde voulait voir un peu ce qu'ils allaient donner sur un circuit complètement circuit de terre avec un engin très atypique. Et en fait, d'entrée de jeu, ils étaient dans le coup, mais de façon même très spectaculaire, hein, parce que ils ont vraiment l'habitude, justement, ils ont ce sens de l'attaque et de la glisse, qui leur permet de contrôler une voiture tout à fait normalement sur n'importe quel type de circuit. Par rapport à ce que vous dites, Monsieur Courtel, je me permets juste un petit ajout, on va dire un petit peu statistique, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Jeff Gordon, c'est pas moins de 4 titres en NASCAR, une grande partie acquis dans les années 90, ô combien riche, on va dire, et Jimmy Johnson, entré au panthéon de la NASCAR avec 7 titres, à l'instar de Richard Petty et de feu Dale Earnhardt. Tout à fait. Et puis, il faut aussi préciser que un speedway en NASCAR, il y a tellement de types de speedway différents que en fait les pilotages sont déjà différents entre les différents types d'ovales. Donc c'est effectivement, on peut pas réduire ça à appuyer sur accélérateur. D'ailleurs, il y a des ovales comme Dover où appuyer sur accélérateur ne sert à rien. Il faut avoir un pilotage beaucoup plus fin que ça pour pouvoir triompher. Non, c'est très subtil en fait. Absolument. Justement, parlons des nouveaux vainqueurs. Vous aviez évoqué les nouveaux vainqueurs. On avait évoqué, nous, en début de saison, on avait fait la review du Daytona 500 avec cette victoire de Michael McDowell. Qu'avez-vous pensé de cette ouverture à un très grand nombre de vainqueurs cette saison, et puis à ces belles histoires qui ont été celles de William Byron, la victoire de Michael McDowell, et puis la victoire de Bubba Wallace, évidemment, qui ont été des moments marquants de la saison? C'est un peu comment dirais-je, ça va dans le sens que sur sa NASCAR, en fait, ça montre que le règlement il est quand même bien foutu et que tout le monde a sa chance. Hein. Donc de ce côté-là, je pense que à ce niveau-là, il y a pas trop de problème. Et donc ça démontre bien que chacun a sa chance. Quel que soit le niveau d'équipement, bon, c'est quand même différent de gagner Daytona 500 parce que c'est quand même une course loterie un peu entre guillemets. Là, il faut savoir échapper passer entre les gouttes et puis surtout être présent au bon moment. Donc, ce qu'il a su très bien faire, McDowell, mais ça retire rien à son mérite, hein, au contraire, parce que c'était une écurie B, disons, et c'est toujours sympa quand ce genre d'équipe remporte une victoire et a fortiori un succès comme aussi valorisant que Daytona 500. Absolument, absolument. Et c'était justement une belle histoire, et c'était beaucoup plus que passer entre les gouttes pour McDowell. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un pilote. Je vais laisser Pierre un petit peu en parler. C'est sur Chase Elliott, qui quand même confirme son statut de nouvelle star de la NASCAR, lui qui est assez jeune, qui était champion l'an dernier, en 2020, qui est encore dans le Chase cette année, qui, mine de rien, depuis qu'il est en NASCAR, a toujours fini top 10 au classement à la fin de la saison, qui gagne des courses depuis 2018.
On parlait tout à l'heure de Jimmy Johnson, de pilotes de ce calibre-là. Chase Elliott, il est de 1995, il est très jeune. Pierre, est-ce que c'est lui la future star de la NASCAR? Bah, c'est déjà une des grandes stars de la NASCAR. Oui, mais à l'échelle Chase du Elliott. championnat. Là, on parle plus grand, tu vois, on parle comme Jimmy Johnson, comme ce genre de personnage-là. Bah, faudra voir sur la durée, faudra voir aussi comment il arrive à appréhender. On va y venir, je pense, notamment au niveau de la nouvelle génération. Tout va dépendre comment va se passer la cohabitation maintenant, j'aurais tendance à dire, avec Larson. Hendrick maintenant va se retrouver avec 2 champions. Donc à voir comment les deux vont réussir à travailler entre guillemets ensemble pour le bien pour le bien d'Hendrick. Après, Chase Elliott, c'est le chouchou du public. Il a une énorme cote de popularité. Il a été élu cette année encore, il me semble, le pilote le plus populaire. Ouais, mais ça, c'est une histoire de famille. Ça fait quand même 30 ans que ça dure. Hein. Son père, il l'a été pendant 16 années élu. Tout à fait. Donc, il gagne aussi que ce soit le fils du père. C'est un peu comme Dale Earnhardt Jr. qui Tout à était fait. élu Absolument. pendant des années et des années. Donc, ça, c'est un vote un peu... Celui-là, je le prends vraiment au 4e degré. On rappelle que c'est le fils de Bill Elliott qui était Tout à champion en 1988. Oui, donc, oui, 88. Tout à fait. Voilà, donc oui, c'est pas le premier venu, effectivement. Il faut le préciser. Non. Vous faites bien de le préciser. Monsieur Courtel, justement, sur Chase Elliott, sur ses performances depuis 2-3 saisons. Non, mais de toute façon, il a une montée, une progression régulière. De toute façon, il fait partie des futurs grands de demain. D'ailleurs, ce que je voulais peut-être qu'on abordera le sujet tout à l'heure, mais je pense que là, on est en train d'assister à un passement de témoins entre 2 générations. Je pense qu'une génération qui, malheureusement, mais à toutes les générations, qui commence un peu à s'essouffler. Je pense au Hamlin, au Busch, à Keselowski, même à un degré moindre, à un Truex ou à un Logano. Je pense qu'ils ont commencé à marquer leur temps et je pense que ça va être pour eux de plus en plus compliqué, quoi, face à une génération qui est matérialisée par Byron, par Larson, par Elliott justement, et puis d'autres qui arrivent derrière comme Alex Bowman, et puis que sais-je d'autres. Hein. Il y a surtout un autre que j'attends Chris beaucoup Bell. cette année, moi, c'est surtout Tyler Reddick. Je pense que c'est un garçon qui risque de faire parler de lui dans les prochaines saisons, peut-être même l'année prochaine. Je vous rejoins, il a fait de sacrées prouesses avec la Richard Childress. Oui. Il s'est même montré lors de certaines courses, même meilleur qu'Austin Dillon. On rappelle qu'Austin Dillon, ça fait un oui. petit moment quand même qu'il est, Oui, mais bon. qu'il est dans l'écurie. Après, C'est le petit-fils à papy, quoi, donc ça aide un petit peu. ça peut pas non plus durer éternellement, quoi. Donc il y a un moment donné où il va subir la comparaison, hein. Ça, c'est inévitable. Par contre, moi, il y en a un que j'attends beaucoup, je sais pas ce qu'il va faire l'année prochaine, mais je pense qu'il y en a un qui va envoyer vraiment du lourd, là, c'est un autre petit-fils, de Gibbs, donc Joe Gibbs, qui est l'emblématique patron de l'écurie éponyme, quoi, donc et Ty Gibbs, je pense que lui, c'est quand même un avion de chasse. Alors, pour ma part, moi, Monsieur Courtel, j'ai placé de grandes espérances dans Austin Cindric. Moi, les rares fois où il est intervenu, où il a participé à des courses l'année dernière, je me souviens notamment de la course dantesque à Austin. Il a été brillant, Cindric. Donc je pense que notamment sur les routiers, attention, ça peut être un prétendant à la victoire. Oui, d'autant plus que c'est encore un garçon qui, ça enlève rien à son talent qui est grand parce qu'il l'a démontré. Il aurait pu être quand même une nouvelle fois champion en Xfinity cette année. Mais c'est aussi un garçon qui bénéficie de la structure de Penske, et son papa c'est quand même le directeur technique, enfin même le directeur tout court du team, quoi. Donc ça aussi ça fait beaucoup de bien. On va dire non plus que son talent n'y arrivera pas. Hein.
et tous les jeunes dont vous venez de parler tous les deux, le plus vieux d'entre eux, entre guillemets, c'est Alex Baumann, hein, qui est de 93, donc qui a 28 ans. Donc c'est effectivement toute cette jeune génération-là qui arrive et qui est là pour les 10 prochaines années. Je voulais revenir justement, je voulais vous demander votre course préférée à tous les deux de l'année. Monsieur Courtel, vous avez commencé à en évoquer une, je vous laisse continuer et puis je laisserai Pierre parler de la sienne après. C'était la course du circuit des Amériques, justement, là, moi c'était au mois d'avril, oui, quand où il a plu. Et on a vu une première course avec des pneus pluie et des essuie-glaces. Donc c'était quand même, à bien des égards, c'était quand même une grande nouveauté. Quoique, ça avait déjà eu lieu quand même, je me souvenir, c'est en 1957 sur le circuit de Road America, avec Kurt Lake. Et il y avait une course justement avec essuie-glace et bon, le plus à l'époque ça n'existait pas parce que c'était les mêmes pneus pour tout le monde, mais ça avait déjà eu lieu, donc c'était pas tout à fait une première. Mais ça c'était pour moi la course la plus inédite et la plus sympa de la saison. Je vous rejoins là-dessus, moi, c'est celle que j'allais dire, c'est pour ça que je vous donnais la parole sur cette course-là. J'ai trouvé ça vraiment, au-delà de la course en elle-même, visuellement, je trouvais ça très impressionnant. Et là, pour le coup, le côté funambule, entre la brutalité de la NASCAR, de la voiture en soi, je parle, oui. à piloter, et la finesse qu'il fallait sous la pluie, et sur un circuit à déniveler, même si Austin, c'est pas le circuit le plus dénivelé de la saison, mais voilà, c'était quelque chose de très beau à voir, et ça nous a apporté une image assez inédite en NASCAR. Ouais, parce que c'est une chose c'est une chose dont on ne se rend pas vraiment compte à la télé, mais c'est la difficulté de pilotage de ce genre de voiture, parce que c'est vraiment très 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 compliqué d'aller vite avec cette voiture. Autant que ce soit déjà sur un ovale, c'est pas facile parce que le gros problème c'est de ne pas faire chauffer les pneus. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Disons que une fois qu'on a pu atteindre cette maîtrise, on peut commencer à prétendre à des bons résultats et à faire des victoires. Et puis après, le faire sur du mouillé, alors ça c'est encore plus compliqué. Ça, c'est de la haute voltige. Parce que les voitures, il faut quand même les manier. Elles font quand même 1 tonne et demie, donc les pneus sont énormes, donc c'est pas simple. C'était vraiment une course où on s'est rendu compte de toute la difficulté, ouais. Pierre, ta course préférée de la saison, toi, de cette saison 2021? Mon cœur balançait énormément entre le Roval de Charlotte et Indianapolis. Je rappelle que cette année, le Bricard 400 s'est couru sur l'infield. Mais au final, vu le bazar que ça a été et la victoire au final d'Allmendinger qui est attendu sur les routiers, mais voilà, qui avait été en partie discret, un petit peu en tête de course, mais pas vraiment en position de gagner. Plus cette histoire surréaliste d'un vibreur qui entraîne une série de crevaisons. Je crois que j'ai jamais autant rigolé sur une course. Donc, Indianapolis, Bricard 400, parce que celui-là, à mon avis, il va rester dans les mémoires pendant un petit moment. Oui, ça c'est sûr que ce jour-là, mais ça prouve bien aussi que l'organisateur, en fait, j'avais pas vraiment bien cerné la difficulté de la chose, là, parce que ça aurait pu très très mal finir. Voilà, autant ça marche très très bien avec des monoplaces, ce genre de vibreur, que des bananes, là. Autant là, avec les voitures, justement, qui pèsent quand même 1 tonne et demie, avec des gros pneus, ça passe pas, quoi. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça arrêtait pas d'arracher cette banane, et finalement, ça a conduit à des scènes assez cocasses par moments. On a bien rigolé, sauf ceux qui étaient au volant. Oui, en effet. Oui, d'un point de vue extérieur, c'était plus marrant, effectivement. Eux, c'était plus de la frustration qu'autre chose qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Frustré de l'histoire, je crois que ça a encore été Danny Hamlin qui était frustré d'une victoire via Chase Briscoe qui lui avait un peu brûlé la politesse sur la fin, et Danny Hamlin qui a encore été lésé en fin de saison par Alex Baumann qui lui a fait une petite embrouille, mais ça c'est de bonne guerre, et ça il n'a pas très bien pris. Mais bon, ça s'est plutôt même retourné contre lui au final, parce que il a justement voulu, priver
la parade de vainqueur d'Alex Bowman à Martinsville, Tout à fait. Denny Hamlin, et ça s'est vraiment retourné contre lui parce que il n'a pas une bonne presse outre-Atlantique. Donc ça n'a pas été c'était comment dirais-je, le pilote frustré de l'année. Voilà, on va lui décerner ce titre. Après, Hamlin a quand même l'avantage d'avoir quand même gagné, il me semble, une course. Chose que n'a pas fait Harvick. Vous parliez tout à l'heure d'Harvick avec, il me semble, 8 ou 9 victoires en 2019. Oui, Et là, rien du tout. Ben oui. Non, mais ça, ça arrive, c'est les saisons 500, hein, c'est pas anodin, c'est arrivé à pas mal en plus de très bons pilotes qui ont déjà vu leur une année, il n'a pas gagné. Et ça, sans qu'on sache trop pourquoi, parce que il était toujours bien placé, mais c'était un manque de réussite flagrant. Donc, Monsieur Courtel, est-ce que vous vous souvenez de la saison 2012 de Carl Edwards? Oui. 0 pointé après avoir lutté avec Tony Stewart en 2011. Oui. Mais ça, c'est le propre de cette discipline, en fait. Tout est possible. Et puis sur cette saison 2021 où en plus on a eu énormément de vainqueurs, c'est vrai que Harvick qui en plus a été très souvent bien placé, hein, je pense que en place moyenne à l'arrivée il doit être premier ou deuxième sur la saison, et donc moi plusieurs fois je me suis dit mais c'est pas possible, il va y arriver, et puis jamais, il y a eu pas mal de deuxième, troisième place où il était vraiment très bien placé, et puis ça l'a jamais fait, et c'est vrai que dans une saison à beaucoup de vainqueurs ça détonne un peu plus que dans une saison qui aurait été ultra dominée par 4-5 pilotes, hormis quelques courses folles. Oui, puis je pense qu'il aussi, malheureusement, il était tributaire aussi de la Ford, qui n'a pas été franchement la voiture de l'année, donc c'est ce qu'il utilisait lui. Et puis l'écurie Stewart Haas Racing, qui faisait peut-être pas partie, qui ne fait peut-être plus forcément partie des meilleurs. Donc les deux additionnés font que ils pouvaient prétendre à un top 5, mais pas forcément à une victoire à chaque course, quoi. Parce que ça aussi, il faut le mettre en ligne de compte. On va clore le chapitre de cette saison et donc le chapitre de la génération 6. On l'évoquait tout à l'heure, hein, cette génération 6 qui a été associée à beaucoup de pilotes, à Logano, à Keselowski, au Busch, à Truex, à ces pilotes-là. Monsieur Courtel, qu'est-ce que vous retenez de cette génération 6 de NASCAR ? Je retiens surtout que ça n'a pas été vraiment Vous avez à peu près tout dit en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de... J'ai pas franchement de fait marquant parce que c'était vraiment des succès logiques et attendus, quoi. Que ça ait consacré justement Logano, Kyle Busch. C'était des évidences qu'à un moment donné j'allais devenir champion, quoi. Donc ça n'a pas... On était encore dans une forme de logique tout à fait... comment dirais-je, oui, c'était ça, quoi. C'était de la logique pure et dure, quoi. Mais j'ai pas... Aucun ne m'a fait sauter au plafond. Surtout, c'est pas le genre de pilote qui me fait craquer, voilà. Pour tout dire. Que je vais peut-être pas être gentil, mais je trouve qu'ils sont des gens un peu lisses, quoi. Logano, Kyle Busch, même s'ils ont des côtés cabochards. Mais je trouve qu'ils font peut-être rêver le public, mais j'ai pas l'impression. Je trouve que ça manque un peu de charisme, ces gens-là, par rapport à une génération précédente. Kyle Busch, il y a un côté sympathique chez lui qui fait qui peut être aimé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas c'est des pilotes beaucoup plus. Logano, c'est pas des fortes têtes. Oui, c'est ça, oui. Il y a des fortes têtes sympas, alors que pour moi, c'était pas des fortes têtes sympas. C'était un petit côté voyou, quoi. Voilà. Après, si on parle, alors là, je vais parler avec mon point de vue de jeune, hein, de jeune dans le sens plus visuel. C'est vrai que cette génération 6, moi, j'avais eu beaucoup de mal avec la Car of Tomorrow parce que pour moi, ça ressemblait plus du tout à même la génération 4 à des voitures de route. Ça ressemblait vraiment à des prototypes très fins. Et finalement, on était très loin de cet esprit gagner le dimanche, vendez le lundi. Qu'on nous a souvent expliqué en NASCAR, et cette génération 6 qui certes sous sa carrosserie était un vrai prototype,
finalement, avec ces carrosseries qui ressemblaient beaucoup plus aux voitures civiles, m'a redonné beaucoup plus goût à suivre la NASCAR que lorsque j'étais jeune, puisque je voyais des voitures qui ressemblaient à des voitures civiles, et c'est le propre du stock car et du touring car d'avoir des voitures comme ça. Donc je trouve que là-dessus, cette génération 6 a ramené ça en NASCAR pour le mieux, et c'est continué par la Next Gen. Mais après, ça c'est mon avis de jeune. Oui, non, mais tout à fait. Hein. Moi, c'était pareil. Hein. D'autant plus, j'avais la génération, la précédente, où ils avaient été mettre des ailerons sur ces voitures-là. Non, mais c'était n'importe quoi. Hein, parce que on sortait complètement de la philosophie basique de la NASCAR. Hein. Moi, je me souviens en fait, c'est même ce qui va se reproduire avec la future génération. On ne touche pas à certains critères qui sont la vitesse, la puissance du moteur, la vitesse, la bagarre en peloton, et puis surtout le bruit, parce que le bruit, c'est un facteur essentiel à ce niveau-là. Moi, je crains le moment où on va... Peut-être qu'un jour, ils penseront à l'électrique, mais je serai peut-être plus là, moi, pour le voir. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, je vais me retourner dans ma tombe. Mais ça sera... Je le sens pas bien, ça. On peut passer à des biofuels aussi pour la NASCAR. C'est des alternatives qui peuvent exister. Bien sûr, oui. Mais c'est un futur, bien évidemment, qu'on peut voir. Et le bruit fait partie de la NASCAR. Oui, tout à fait, selon les avis, ouais. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'au niveau biofuel, ça a déjà un petit peu commencé. Oui. C'est pour ça que j'ai appuyé sur ce point-là. Pierre, toi, ton avis sur cette génération 6 de NASCAR, quel bilan tu fais sur ces un peu moins de 10 années qu'on a eu avec ces générations? Pas grand chose à rajouter, si ce n'est une finale en 2016 très indécise, une victoire sortie un peu de nulle part de Johnson. Enfin, moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti à ce moment-là, avec ce fameux 7e titre, et également la génération qui a marqué son déclin lorsque Chevrolet a introduit notamment la Camaro. Ils ont galéré pendant au moins 1 an et demi, 2 ans avant de réussir à la faire fonctionner. Il a fallu quasiment toutes les écuries équipées en Chevrolet pour réussir à faire fonctionner cette voiture. Mais ça a aussi marqué le déclin d'un des recordman d'une génération. Donc voilà, je pense assez contrasté. Il y a aussi eu l'introduction à un moment donné par Ford de la Mustang, modèle comme iconique aux États-Unis. Mais j'aurais tendance à dire un goût un petit peu mi-figue, mi-raisin. Si on revient, alors en début d'émission, on évoquait votre livre, Monsieur Courtel, qui est sorti en 2003. Donc, 2004, c'est l'introduction du chase de ce final de saison dont on a parlé en play-off. Et depuis, ce final a évolué d'année en année. On a rajouté en 2017 ces courses à étapes. Toutes ces introductions qui ont segmenté. Voilà, qui ont segmenté les courses. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là, au fur et à mesure de ce chase segmenté et de ces courses désormais segmentées en elles-mêmes depuis 4 ans? Puis après, il y a eu des petites évolutions, des petites touches. Enfin, je me souviens qu'il y a eu... moi, j'ironisais parce que j'ai toujours eu un esprit un peu caustique, donc je regardais ça de loin. Mais enfin, j'avais mes antennes là-bas. Il y avait toujours le petit détail qui allait permettre à Dale Earnhardt Jr. d'être pris dans le chase à la fin de la saison, quoi. Donc, on a augmenté le nombre de postulants, ou alors après on a inventé mettre le gars qui gagne une course. Enfin voilà. Enfin ça c'était vraiment très très ironique. Non, mais je pense que dès l'instant où on a mis le doigt sur ce principe du chase, après on le fait évoluer. Hein. Après on vit avec, quoi. Mais moi, ça ne me fait pas sauter au plafond, voilà. Pierre, là-dessus, sur le chase, d'abord. Sur la genèse, en fait, du chase, ça a été pour briser un petit peu un système où, d'une certaine façon, à quelques courses de la fin, on savait grosso modo qui avait le titre. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu des années où, par exemple, moi, je l'avais vu en live, d'ailleurs, j'étais là en 92, où il y avait quand même 6 postulants pour la victoire à Atlanta. En même temps, il y avait les adieux de Richard Petty, et en même temps, il y avait 6 pilotes qui pouvaient être champions ce jour-là.
Et il n'y avait pas eu de chase auparavant, quoi. Donc, comme quoi, il y a des années qui peuvent très très bien se dérouler, puis des années où ça va être différent, quoi. Bien sûr, chaque année est unique. Alors, Voilà. n'ayant pas comment dire, pris le train en route, on va dire, avant le chase, même en ayant revu certaines courses, je pense que les revoir, c'est pas la même chose que soit de les avoir commentées, soit de les avoir vécues à l'instant T. Après, c'est un système, bon, où, ok, on a un système maintenant de round d'élimination, mais qui est aussi très injuste. Je reviendrai sur, enfin, je prends juste pour exemple, on l'a cité à plusieurs reprises, ce qui s'est passé l'année dernière pour Kevin Harvick. À l'inverse, en 2014, on a failli avoir un champion, Ryan Newman pour ne pas le nommer, Tout à fait. avec 0 victoire. Voilà, c'était un peu. En fait, j'attendais que ça, moi, ce jour-là. Je me dis, est-ce qu'il va gagner? Parce que c'est vraiment le plus beau pied de nez qui va être donné à la NASCAR. Et ça aurait pu très bien se produire. Voilà, donc je pense que là-dessus tout est dit. Je pense que sur des puristes comme vous, Monsieur Courtel, je pense que bon, ça dérange un petit peu parce que ça, comment dire, on s'éloigne un petit peu de la philosophie un petit peu initiale. Pour un public un petit peu plus jeune, on est sur une approche où on passe d'un tour à l'autre. On est un petit peu sur un système qui se rapproche du foot, en fait, sur une Coupe du Monde où on a les huitièmes de finale, les quarts, la demi-finale, et on a la finale avec la petite finale et la finale. Là, c'est un petit peu ce qu'on a à la fin avec nos 4 finalistes. Plus que le foot, c'est même les sports US, beaucoup plus que le football, puisque C'est les playoffs du basket. absolument, c'est ça. Voilà, où peu importe la saison régulière, de toute façon, le champion sera désigné après une série de matchs à élimination directe pour que le champion soit désigné au dernier match ou à la dernière course, comme en NASCAR. Et c'est vrai que là-dessus, c'est d'autant plus dommage que désormais, moi je trouve que le fait que tout le monde les laisse passer lors de cette dernière course et qu'ils terminent très souvent 1, 2, 3, 4e lorsqu'ils terminent tous les 4, ça laisse un sentiment de frustration, alors qu'on aimerait que des pilotes qui eux n'ont plus le titre à jouer viennent se mettre dans la bataille juste pour la victoire de cette course-là et finalement décident du titre comme ils en décident lors des autres courses, puisqu'ils courent normalement sur les autres courses. Et je trouve ça très dommage que sur cette dernière course, souvent, c'est le cas à Miami, c'est le cas à Phoenix là, on ait des pilotes qui s'écartent pour laisser passer les 4 protagonistes. Ouais, ça c'est un peu le problème. Mais bon, après, je pense pas qu'il y ait 2 saisons pareilles. Donc, on va être tributaire de ça. Il faut vivre avec, quoi, c'est tout. Hein. Absolument. L'autre évolution majeure concernant les courses, donc, c'est ces courses à étapes, ces courses segmentées en 3 parties désormais. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur introduction et quel est votre bilan de ces courses segmentées après 5 saisons? Ça a donné un peu plus de peps quand même. Moi, je trouve que c'est pas... Ça, par contre, c'est plutôt bien vu, ça. Que ça évite un cavalier seul, ça permet au moins de... Non, je pense que c'est très bien, ça, par contre. C'est beaucoup plus agréable justement le système de play-off sur toute la saison, mais là, les systèmes du premier tiers de course, le deuxième tiers, et puis après la fin de course, ça c'est pas mal, ça. En plus avec une attribution de points qui intéresse encore les protagonistes. Ça c'est que du bien. Pierre, ton avis sur ces courses à segments? Assez d'accord. Déjà, enfin, ça permet de casser le rythme un petit peu monotone qu'on pouvait connaître avant. Il faut savoir qu'une course de NASCAR, quand tout se passe bien, c'est-à-dire il y a quand même quelques drapeaux jaunes, quelques safety cars. Allez, on est grosso modo, Monsieur Courtel, vous pourrez me reprendre, mais je crois qu'on est à peu près sur 3 heures, 3h30. 3h30, c'est un petit peu la durée moyenne. Quand ça se gâte un petit peu, ça peut être un peu plus. Non, je trouve que ça a justement apporté un nouveau souffle, un nouveau rythme au niveau des courses et un intérêt autre, c'est-à-dire que justement, bon, c'est lié à ce système de play-off où les 10 premiers en fait remportent des points dans le cadre des play-offs. Le premier remporte 10 points jusqu'au 10e qui gagne un point. Ça permet de thésauriser et de cumuler
pas mal de points qui peuvent permettre de se mettre à l'abri, notamment au niveau des tours éliminatoires. Donc en fait, on n'est pas forcément sur une logique de viser la victoire finale. Il y en a qui visent direct la victoire finale, avec des stratégies un petit peu décalées, où on s'arrête à 2-3 tours de la fin du segment. Ça, on est sur des pilotes qui sont sur des stratégies à long terme, où on vise clairement la victoire à la fin. D'autres qui tirent un petit peu leur épingle du jeu, qui se disent bon allez, j'ai peut-être une petite chance, ça fait toujours des petits points de play-off, on sait jamais ce qui peut arriver, la saison est longue. Dans ces cas-là, je privilégie plutôt la place dans le segment. Ça redonne aussi un grand intérêt, je trouve, sur les stratégies tout d'abord, et au niveau du travail des mécanos. Avant, au niveau des mécanos, c'était bon, sous drapeau vert, ok, on s'arrête, tout le monde s'arrête. Ou sous drapeau jaune, bon allez, on s'arrête, mais on sait qu'il faut pas rater le pit stop. Là, ça rajoute un petit peu de pression de se dire ah oui, mais là il y a quand même le segment. Il faut que lorsque la course reprend, on essaye d'être le mieux placé possible en fonction des réglages de la voiture, bien entendu. Pour compléter ce que vous dites, moi j'étais pas forcément pour cette segmentation parce que je trouvais que ça pouvait casser les stratégies de course. Mais finalement, étant donné que les drapeaux jaunes les cassent, ça revient un peu au même. Je trouve que la vraie plus-value, elle est sur les ovales qui font à peu près 1 mile, sur les ovales comme New Hampshire ou Darlington, où c'est des circuits où lorsque un pilote partait devant, ça devenait très vite très redondant comme course, et très vite on se retrouvait dans un cercle vicieux, pub à la télé américaine, 5 minutes de course, pub à la télé américaine, 5 minutes de course. Il n'y avait pas vraiment de drapeau jaune à ce moment-là, il n'y avait plus de stratégie puisque un pilote s'était envolé loin devant. Et sur ces courses-là, je trouve que ça vient casser la chose et relancer, et c'est une vraie plus-value. C'est pas le cas, je trouve, sur tous les circuits, mais effectivement, sur pas mal de tracés, on vient relancer les dés, et l'ajout de points sur ces 2 premières stages donne de la stratégie sur la course et sur la saison qui est appréciable quand même. Donc finalement, c'est pas que je retourne ma veste, mais j'admets qu'il y a beaucoup plus d'avantages que je ne le pensais lorsque le stage a été introduit. Non, mais c'était bien vu. Bon, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à la perfection, mais on tend à... Au moins, on ne peut pas reprocher à NASCAR de ne pas vouloir faire évoluer leur discipline. Absolument. Et justement, je vous propose de terminer là-dessus. Je vais vous demander votre avis sur cette génération 7, sur la Next Gen qui arrive en NASCAR, et vos expectatives pour la suite, pour l'avenir de la discipline. J'ai regardé un petit peu les tests là, puisqu'on avait l'occasion de les suivre en direct certains soirs le mois dernier là sur YouTube tout bêtement. Hein. Et bon, la voiture en elle-même, elle est au niveau du visuel, c'est pas mal, c'est bien. Ça ressemble vraiment à ce que l'on attend d'une voiture de NASCAR, donc c'est déjà un bon point, un gros point important, parce que je suis toujours un peu inquiet de voir la chose se dénaturer plus ou moins, et ça c'était très bien de le voir comme ça. Et puis ma foi, après c'est toute une technologie nouvelle qui rentre en ligne de compte, mais ça c'est inévitable, hein. On est quand même en 2022, donc de voir une boîte de vitesse entièrement automatisée maintenant avec commande au volant, ça paraît tout à fait logique. Donc ça peut choquer les vieux puristes, mais on est obligé d'y passer. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il va y avoir encore ici? Le plus important pour moi, c'est peut-être les crocs de roue centrales. Ça, on va plus voir le balai du mécano qui tient le pistolet. Là, il a plus trop de cheveux à se faire, quoi qu'il s'en fera de toute façon, hein, parce que là le rail va plus durer, il va durer forcément le même nombre de secondes, puisqu'il faudra toujours mettre le plein de carburant. Ça prendra toujours autant de temps. Mais disons que il va plus avoir la gymnastique de avoir 5 écrous à placer à la va-vite, et on risque d'en rater. Maintenant, si on en rate un, ça va être très grave, parce que comme il n'y en a plus qu'un, il faudra faire très attention. Mais sinon, pour le reste, le bruit n'a pas changé, ça c'est très important. Parce que moi je suis un mélomane, donc j'attache beaucoup d'importance au bruit. Donc c'est pour ça que je suis pas très très grand fan des courses de voitures électriques.
Et puis sinon, après la nouvelle génération, la next gen, on va voir ça avec l'usage. Hein. Je sais pas trop comment ce que ça va donner, mais dès l'instant où tout le monde se retrouve à égalité sur la ligne de départ avec des voitures, une réglementation idéalement équilibrée, après ça va être la course qui va décider. Hein. Et puis on verra l'usage. Puis voilà. Pierre, ton avis sur... Allez-y, monsieur Courtel, si vous n'aviez pas Allez-y, tout à fait fini, allez-y. excusez-moi. Si, mais j'ai fini. Mais j'allais dire simplement qu'on va voir maintenant, on verra l'usage. Hein. Faut attendre la première course à Daytona, et encore même si Daytona c'est pas forcément la référence, mais quand on va rentrer sur les circuits traditionnels, après on verra les bienfaits ou les méfaits. Mais enfin, de toute façon, je pense qu'il y aura toujours du spectacle. Donc l'essentiel est préservé. Bon, écoutez, moi par rapport à ce que vous avez dit, je me permettrais juste d'ajouter, il me semble que sur cette nouvelle génération, il y a une suspension arrière indépendante. Ce qui est quand même, il y avait tout ça, oui. ce qui est quand même une grosse nouveauté. Vous parliez de l'écrou unique. Il me semble qu'au niveau des pneus, on passe sur du 18 pouces. En plus, oui. On est donc sur la boîte, ça vous en avez parlé. Au niveau du châssis, je ne sais pas si le châssis unique a bien été adopté. Ça, je l'ignore. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique. Hein. Je sais pas. Par contre, il me semble que cette nouvelle génération, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines, il me semble que maintenant, il y a un diffuseur à l'arrière qui permet d'augmenter, entre autres, le grip mécanique. Oui. Donc, toi, Clément, qui suit beaucoup tout ce qui est GT, normalement, c'est quelque chose qui est déjà introduit depuis quelques années, et il me semble Absolument. il me semble que le châssis est désormais en fibre de carbone. Absolument. Et le châssis, à la base, moi j'avais entendu que c'était Dallara qui devait le faire, mais je n'ai pas les dernières nouvelles, donc là-dessus j'attends qu'on nous donne les informations plutôt que de spéculer sur un éventuel fabricant. Ça, on attendra que la NASCAR nous révèle tout au grand jour pour avoir les détails techniques de ces voitures. Vous nous confirmez bien, monsieur Courtel, que pour les prochains essais à venir, ça sera à partir de demain, il me semble, jusqu'à vendredi, sur l'ovale de Charlotte, avec notamment des retours par rapport à ce qui a été fait en soufflerie. Là, je peux pas vous dire, là, parce que j'ai vu les premiers essais de Charlotte, c'était au lendemain de la finale, mais là, vous me prenez un peu de cours. Je suis ça maintenant. Bon, alors on va mettre des guillemets dans ces cas-là. Voilà. Ouais. Mettons des guillemets. Bien écoutez, messieurs, je vous remercie d'avoir parlé NASCAR pendant 3 quarts d'heure. C'était très sympathique. Merci beaucoup, monsieur Courtel, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un agréable moment, aussi agréable que nous, à vous écouter. Absolument, C'était très sympa. On vous remercie encore. Je vous en prie. Un grand merci, monsieur Courtel, vraiment. Et puis on vous rappelle, on le mettra en description, mais il était une fois à NASCAR, des Good Old Boys aux Golden Boys de Christian Courtel, donc sorti en 2003 et toujours aussi incontournable. Oui, allez-y, excusez-moi. Non, je dis objet introuvable. Objet quasiment introuvable. Je pense que sur la Fnac ou sur Amazon, on peut pouvoir en trouver encore. Je pense. Il me semble. Aux dernières nouvelles, il devait y en avoir. Mais peut-être que depuis le temps, il n'y en a plus. Il fallait vous dépêcher avant. Voilà. Si vous n'avez pas ce livre-là, il fallait vous dépêcher. Que voulez-vous que je vous dise? Merci beaucoup, monsieur Courtel. Merci, Pierre. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast de 2021. Salut. Ok. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.